Bien, alors nous voici arrivés au tout dernier chapitre de notre cours, le rayonnement dipolaire. Il va traiter de la question suivante. Jusqu'à présent, nous avons vu que les ondes électromagnétiques sont inscrites dans les équations de Maxwell. Nous avons regardé comment elles se propagent dans le vide, également dans un milieu un peu simple, pour lequel les équations ne sont pas trop modifiées, c'est le fameux plasma ionosphérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer de telles ondes, et le prototype le plus simple, le système physique le plus simple qui émet des ondes, c'est le dipôle électrique, oscillant. Alors nous allons regarder tout ça ensemble, et pour ce faire, il faut traiter un premier paragraphe, pour traiter du rayonnement du dipôle, qui sont plus ou moins physiciennes ou plus ou moins formalisées. Alors nous allons opter pour une méthode assez formalisée, donc assez théorique, assez mathématique, qui va faire usage de l'analyse vectorielle que nous avons découverte pendant l'ensemble de ce cours. Et on a besoin de définir un nouvel objet de l'électromagnétisme qu'on aurait pu introduire beaucoup plus tôt, mais qu'il est assez naturel d'introduire ici, c'est le potentiel vecteur. L'idée, c'est que, comme la divergence de B est toujours nulle, c'est qu'il doit exister un autre champ qu'on appelle potentiel vecteur, tel que B dérive de ce nouvel objet par B égale rotationnel de A. Pourquoi? Parce que la divergence d'un rotationnel est toujours nulle. Nous avons vu ça à de multiples occasions. Donc, si la divergence de B est toujours nulle, c'est que probablement il existe un nouveau champ appelé potentiel vecteur, tel que B dérive par le rotationnel de cet objet potentiel vecteur. Ça veut dire qu'on symétrise un peu, puisque le champ électrique E dérive d'un potentiel par E égale moins gradient V, on a l'équivalent magnétique par l'intermédiaire de ce nouvel objet. Alors, vous vous souvenez que le potentiel électrique est toujours défini à une constante près. Eh bien, ça va être la même chose pour le potentiel vecteur, parce que, comme B égale rotationnel de A, si je prends deux vecteurs A et A' qui diffèrent juste par un gradient, comme le rotationnel d'un gradient est nul, ça veut dire que rotationnel de A va être égal à rotationnel de A', mon autre objet qui diffère juste par un gradient, et ça définit évidemment le même champ magnétique. Donc, en fait, le potentiel vecteur A n'est pas unique, mais il est défini à un gradient près, et ça veut dire qu'il conviendra de traiter cette question un petit peu plus loin. Alors, l'idée, c'est que si on réécrit maintenant Maxwell-Faraday, E rotationnel de E égale moins dB sur dt, eh bien on peut réécrire que c'est moins d sur dt de rotationnel de A, puisque B égale rotationnel de A. On a souvent vu la technique, on échange la différentielle spatiale rotationnelle avec la dérivée temporelle, si bien qu'on obtient moins rotationnel de dA sur dt. Et donc par identification, en prenant les deux extrêmes, on obtient une nouvelle expression de E qui s'écrit maintenant moins dA sur dt. Alors ça, c'est pour la partie électrodynamique, B comme champ dynamique créé par une variation temporelle de B. Si bien que maintenant, si on combine ce champ dynamique avec la partie qui est purement électrostatique, qui s'écrit E égale moins gradient V, on a une nouvelle expression du champ électrique qu'on peut encadrer, parce que, en fait, elle complète l'expression E égale moins gradient V qui n'était valable que pour un champ électrostatique, et nous avons maintenant à notre disposition une nouvelle définition du champ électrique qui prend en compte la partie statique et la partie dynamique.
Donc voilà, en fait, qui complète aussi un petit peu la théorie de l'électromagnétisme par une définition maintenant complète, définitive du champ électrique comme résultant d'un potentiel électrique et d'un potentiel magnétique par l'intermédiaire de ce potentiel vecteur. Alors maintenant, nous allons un peu préciser la problématique de le fameux fait que le potentiel vecteur est défini à un gradient près. Ça veut dire que on va imposer une nouvelle condition sur le potentiel vecteur de manière à lever cette ambiguïté qui fait que deux potentiels vecteurs qui ne diffèrent que par un gradient, en fait, conduisent au même champ magnétique. Alors, pour ce faire, on introduit ce qu'on appelle une théorie de jauge, ou une équation de jauge. La première, c'est la jauge dite de Coulomb. Jauge de Coulomb, divergence de A égale 0. Donc là, on introduit une nouvelle condition sur A de façon à lever l'ambiguïté. C'est la jauge dite de Coulomb. En revanche, il en est une deuxième, qu'on appelle la jauge de Lorentz, qui est un peu différente, qui dit que divergence de A plus 1 sur C carré dV sur dt égale 0. Donc ici, on a une relation entre la divergence de A et le potentiel électrique par l'intermédiaire de sa dérivée temporelle. Et on va montrer que c'est cette jauge-là qui a un comportement intéressant dans notre problématique de génération d'ondes électromagnétiques, parce que, moyennant la définition de cette jauge-là, à la fois V et A vont avoir un comportement intéressant qui va nous permettre de formaliser de façon efficace notre problème de rayonnement du dipôle. Alors pour ce faire, on se place dans le vide, puisque nous nous intéressons à la création du champ électromagnétique par le dipôle oscillant dans le vide. Ça veut dire qu'à ce moment-là, divergence de E égale 0. Et nous remplaçons à présent E par son expression toute nouvelle que nous venons d'établir. Ça veut dire que la divergence de moins gradient V moins dA sur dt égale 0. Alors la divergence de moins gradient V, ça fait moins le Laplacien de V. La divergence du gradient d'un potentiel scalaire ou d'un champ scalaire, c'est son gradient. Son Laplacien, pardon, son Laplacien. Et quand on développe, ensuite, on a divergence qui s'applique à une somme, c'est la somme des divergences. On va avoir moins d sur dt fois la divergence de A. Une fois de plus, j'ai échangé, c'est classique à présent, divergence et dérivée temporelle, c'est une technique que maintenant vous maîtrisez. Et tout ça est égal à 0. Ensuite, il reste à remplacer divergence de A par moins 1 sur C2 dV sur dt, puisque c'est une conséquence de la jauge de Lorentz. Et on obtient finalement, en mettant le Laplacien dans le second membre, le moins par moins se compense, et il va rester 1 sur C2 d de V sur dt2. Ça veut dire que, avec ma jauge de Lorentz, en fait, le potentiel électrique devient, lui aussi, solution de l'équation de D'Alembert. Alors ça m'intéresse parce que je suis dans une problématique de rayonnement d'une onde électromagnétique. Par définition, E et B sont solutions d'une équation de D'Alembert. Et maintenant, avec mon nouvel objet potentiel vecteur associé à sa jauge de Lorentz, je me rends compte que le potentiel électrique est lui aussi solution de l'équation de D'Alembert. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je vais en faire? Pas grand-chose pour l'instant, mais ça va être utile pour la suite de mon raisonnement. Maintenant, la question qui pourrait se poser de façon assez intuitive, E est solution de l'équation de D'Alembert, B est solution de l'équation de D'Alembert, V aussi. Est-ce que A, mon potentiel vecteur,
va lui aussi être solution de l'équation de d'Alembert. C'est une intuition qu'on peut avoir, et intuition n'est pas raison ou démonstration, donc la réponse est oui, A va être aussi solution de l'équation de d'Alembert, mais il faut le démontrer. Alors pour ce faire, on prend le rotationnel du rotationnel de A, qui est égal à... Alors ça, c'est la formule qu'on avait déjà utilisée au moment de l'équation de d'Alembert des champs E et B dans le chapitre 6, sur la propagation des ondes dans le vide. Ça donne gradient de la divergence moins le Laplacien, cette fois-ci vectoriel, de A. Ça, c'est une formule d'analyse vectorielle qu'on trouve dans tous les formulaires qu'on avait déjà utilisés. Rotationnel de A, c'est B, et rotationnel de B dans le vide, par Maxwell-Ampère, c'est 1 sur C2 dE sur dt. Alors, ce terme-là m'intéresse, puisque je veux montrer que A est aussi solution de l'équation de d'Alembert, donc le moins laplacien vectoriel de A, je n'y touche plus, parce que j'ai besoin de l'avoir dans mon résultat final, et c'est ici qu'on va un peu modifier les choses. Donc on va introduire la jauge de Lorentz. Ici on a gradient de moins 1 sur C2 dV sur dt. J'ai juste introduit la jauge de Lorentz qui dit que la divergence de A plus 1 sur C de dV sur dt est égale à 0. On va à présent échanger la dérivée temporelle et l'opérateur spatial. Ça donne 1 sur C2 d sur dt de moins gradient V, moins le Laplacien vectoriel. Et je rappelle que E égale moins gradient V moins dA sur dt. Par conséquent, moins gradient V, c'est E plus dA sur dt que j'introduis ici dans la parenthèse. Donc j'obtiens 1 sur C2 dE sur dt est égal à 1 sur C2 d sur dt de E plus dA sur dt, plus loin, moins le Laplacien vectoriel de A. Le 1 sur C2 dE sur dt se simplifie avec le même terme dans le second membre, 1 sur C2 dE sur dt. Il va rester finalement, après simplification de ces deux termes communs, il va rester, je peux l'écrire, en faisant passer Laplacien dans le second membre, Laplacien vectoriel de A égale 1 sur C2 d de A sur dt. Et voilà le résultat selon lequel le potentiel vecteur A est aussi solution de l'équation de d'Alembert. Et ce résultat va être important pour le calcul du champ E et B rayonnés par le dipôle électrique. Alors, avant de passer au dipôle oscillant, il faut revenir un peu en arrière, il faut revenir dans un cours de magnétostatique, disons de première année, parce que le potentiel vecteur aurait pu être présenté à ce moment-là. En fait, je fais référence aux lois de Biot et Savart. Quand vous avez découvert le champ magnétique dans un tout premier cours de magnétostatique, vous y aviez vu que un fil électrique parcouru par un courant grand I crée un champ
qui est en fait défini par le champ élémentaire dB créé en un point M. Donc, dB créé par un élément du circuit, parcouru par le courant I scalaire dl, pardon, I fois dl, donc de la façon suivante, mu0 sur 4pi, I dl vectoriel UR sur R4. Ça, c'est la loi de Biot et Savart pour le calcul du champ élémentaire créé par l'élément de circuit dl parcouru par un courant I au point M qui est à la distance petit r, le vecteur UR étant le vecteur unité qui pointe depuis l'élément du circuit vers le point pour lequel on calcule le champ élémentaire. Et en fait, on peut définir aussi maintenant le potentiel vecteur élémentaire qui serait créé par cet élément du circuit par dA égale mu0 sur 4pi IDL divisé par R. Ça veut dire que deux équations ensemble forment les lois de Biot et Savart qui donnent respectivement le potentiel vecteur et le champ magnétique qui dérive du potentiel vecteur par B égale rotationnel de A. Et je vous laisse le soin de démontrer que si on calcule le rotationnel de cette expression, on obtient bien le dB de la loi de Biot et Savart que vous connaissiez déjà. Et c'est en fait cette formule-là qu'on va utiliser, qui va nous permettre de calculer le champ qui est rayonné par le dipôle électrique oscillant.